La Turquie continue de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Les chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés à Ankara. Bakhmout sous le feu constant des bombardements russes. La ville est actuellement la zone la plus tendue du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le week-end s'annonce difficile dans les transports en France avec une grève à la SNCF. Les agences de cars et les plateformes de covoiturage sont prises d'assaut en cette veille de Noël. Quelle est l'étendue de l'épidémie de Covid en Chine? L'Organisation mondiale de la santé se dit très préoccupée. Les autorités chinoises, elles, se veulent rassurantes. La Suède n'a pas réussi à lever le veto de la Turquie en vue de son adhésion à l'OTAN. Les chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés ce jeudi à Ankara. Ils ont évoqué entre autres le refus de la justice suédoise d'extrader un journaliste turc accusé de complicité dans la tentative de coup d'État de 2016. Si nous devons être des alliés de l'OTAN, nous devons voir une coopération concrète dans la lutte contre le terrorisme. Mais nos discussions se poursuivent de manière constructive. Le récent rejet de la décision d'extradition de Bülent Kenesh a malheureusement sérieusement empoisonné cette atmosphère. Son homologue suédois a mis en avant l'indépendance de la justice. Je voudrais souligner que, comme je l'ai dit, nous prenons nos engagements au sérieux. La Suède a un système judiciaire indépendant et tous les cas sont examinés par ce système judiciaire indépendant. Bien qu'elles aient participé relativement souvent à des manœuvres militaires avec l'OTAN, la Finlande et la Suède ont maintenu une politique de neutralité pendant des décennies. Cependant, 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays ont demandé à rejoindre l'Alliance Atlantique. La Turquie a fait savoir qu'elle opposerait son veto si Helsinki et Stockholm ne changeaient pas radicalement leur politique d'ouverture aux opposants persécutés par la justice turque et aux sympathisants de l'indépendance kurde. Le Kremlin a intensifié son opération d'information accusant l'expansion de l'OTAN de représenter une menace militaire pour la Russie. Le ministre russe de la Défense a déclaré que l'expansion militaire de l'OTAN à proximité des frontières russes, y compris les aspirations à l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, nécessitait une réponse russe appropriée, consistant à établir un groupe de forces russes dans le nord-ouest de la Russie et à augmenter considérablement la taille de l'armée russe. Il a proposé d'augmenter la taille des forces armées de plus de 30%, passant de 1,15 à 1,5 million de militaires. Cela est nécessaire pour garantir la résolution des problèmes liés à la sécurité militaire de la Russie, a déclaré le ministère. Et ce n'est pas une première. Cet été, il y a tout juste 3 mois, M. Poutine a signé un décret ordonnant d'augmenter les effectifs de 137 000 soldats à partir du 1er janvier 2023 pour atteindre le niveau de 1,15 million. Il a également enrôlé plus de 300 000 réservistes dans le cadre d'une campagne de mobilisation controversée visant à soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la capacité nette d'entraînement de la Russie a probablement diminué depuis le 24 février, en partie parce que le Kremlin a déployé des forces d'entraînement pour participer au combat en Ukraine et qu'il y a eu des victimes. C'est pourquoi les forces armées du Bélarus ont probablement joué récemment un rôle important, mais plus discret, dans la formation de milliers de réservistes russes nouvellement mobilisés, déclare le ministère britannique de la Défense. En parlant d'une inversion des rôles, les forces bélarusses ont traditionnellement été considérées par la Russie comme inférieures aux forces russes et leur emploi en tant que formateurs est une indication de la surcharge du système militaire russe. Mais toujours selon l'évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, il est très peu probable que le Kremlin parvienne à former une force conventionnelle aussi importante dans un délai pertinent pour sa guerre en Ukraine. C'était une ville connue pour ses vignobles et ses mines de sel. Aujourd'hui, Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, fait la une pour les combats intenses qui s'y déroulent entre les armées russes et ukrainiennes depuis plusieurs mois. Le président Volodymyr Zelensky s'y est rendu en début de semaine pour motiver civils et soldats, car sur place, la vie est dure. Privés d'électricité et d'eau, les habitants sont dépendants de l'aide humanitaire pour se réchauffer, manger ou encore recharger leur téléphone. Nous tenons bon, nous survivons alors qu'ils tirent des deux côtés.
Pas de gaz, pas d'eau, nous recevons de l'aide humanitaire. Je n'ai pas d'emploi stable, j'ai juste un travail journalier comme réparateur de vitres cassées par exemple. Mais on tient bon, on ne veut pas quitter notre ville car c'est notre terre. Proche du front, Bakhmout est quotidiennement sous le feu des bombes russes. Sa conquête est devenue la priorité de Moscou dans son invasion de l'Ukraine. Point stratégique dans l'oblast de Donetsk, elle permettrait aux troupes russes de s'emparer de plusieurs grandes villes du Donbass sous contrôle de Kiev. Comment imaginer que derrière ces rires se cachent déjà des histoires de guerre et d'exil? En Hongrie, ce centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens est le plus grand de Budapest, la capitale. Christina a dû quitter Kiev bombardée par l'armée russe aux premières heures du conflit. Quand on vit dans ce contexte de violence, on finit par s'habituer. On accepte ces choses en un sens. Mais quand vous arrivez dans un endroit sûr, c'est tellement différent. Vous pouvez prévoir des choses une semaine, un mois à l'avance. En Ukraine, c'est impossible de savoir ce que vous ferez, ne serait-ce que l'heure suivante. Et ça, ce n'est pas normal. Problème depuis plusieurs mois, les dons indispensables au fonctionnement du foyer sont en chute libre et les bénévoles de moins en moins nombreux. La structure pourrait être contrainte de fermer ses portes à la mi-janvier. De plus en plus d'Ukrainiens arrivent ici en Hongrie. Là-bas, il n'y a ni chauffage, ni électricité, ni travail. Ceux qui viennent ici font face à un énorme défi, peut-être le plus grand de leur vie. Dans les médias, on parle moins d'eux, pourtant ils continuent d'affluer comme au début de la guerre. C'est très important pour nous de poursuivre notre travail, au moins jusqu'à la fin de l'hiver. Nikita et sa mère ont fui la ville de Soumy au nord-est de l'Ukraine. Sans emploi, elle craignait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son fils. Ici, je me sens en sécurité et merveilleusement bien. J'ai des amis, internet et de quoi manger, mais surtout je me sens en sécurité, c'est vraiment important pour moi. Pas d'avion, pas de tir de roquettes au-dessus de la tête, pas de coups de feu, c'est tout ce qui compte pour moi. En octobre dernier, selon l'ONU, ils étaient déjà près de 7,7 millions à avoir fui leur pays. En France, la galère des usagers de la SNCF, un mouvement de grève engagé par un collectif de contrôleurs, et ce sont 2 trains sur 5 qui sont annulés en cette fin de semaine. Comme c'est le week-end de Noël, de nombreux voyageurs avaient prévu de circuler pour réveillonner en famille, d'où un certain agacement. Moi, je ne vais pas être impactée, mais mes enfants, oui. Parce qu'ils redescendent, là on va en Normandie, et ils redescendent dimanche. Et bien sûr, à tous les coups, leur train va être supprimé. Et moi, c'est pas que je sois contre la grève, c'est très bien et tout, mais pas au moment des fêtes de Noël. Ça, vraiment, c'était la chose à ne pas faire. Même agacement au sein du gouvernement, où l'on appelle à une résolution rapide de ce conflit social. Une rencontre entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales est prévue ce vendredi. C'est pas le moment de faire grève le week-end de Noël. Donc on appelle chacun à la raison pour qu'on puisse conserver cette magie dont ont vraiment besoin les Français, surtout après les années qu'on a vécues et qui ont été compliquées pour tout le monde. Tous les moyens sont bons pour tenter de sauver son réveillon. Louer une voiture, prendre un bus, faire du covoiturage. Tous ces modes de transport alternatifs sont pris d'assaut, au point que les plateformes de réservation recherchent par exemple des chauffeurs pour assurer les rotations de cars et de bus. Sur les routes, le trafic s'annonce très dense ce vendredi. Difficile de savoir précisément l'étendue de l'épidémie de Covid en Chine. Depuis que les autorités ont levé les restrictions, les cas de contamination se multiplient, au point que l'Organisation mondiale de la santé s'est dit très préoccupée. L'OMS qui presse d'ailleurs les autorités pour qu'elles communiquent davantage sur la gravité réelle de l'épidémie. Pékin se défend de toute dissimulation d'informations. Depuis le début de l'épidémie, explique cette porte-parole de la diplomatie chinoise, la Chine a toujours communiqué, et ce de manière ouverte et transparente. La Chine a toujours tenu l'OMS informée de la situation. En termes de communication, l'agence de presse officielle assure que le pays produit chaque jour 60 millions de kits de tests et que la vaccination progresse significativement. Mais dans le même temps, des vidéos amateurs montrent une situation autrement plus préoccupante, avec des hôpitaux submergés, des morgues saturées. On va vers un désastre humanitaire sans précédent, prévient un épidémiologiste français.